Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles. Aujourd'hui, on va faire un dossier clinique en gynécologie obstétrique. On va commencer de lire les énoncés. C'est un dossier très important. Vous regardez, on va lire ensemble. Donc, une parturiente âgée de 44 ans. 44 ans, célibataire, sans domicile fixe, c'est-à-dire une SDF, premier geste, nullipare. Nullipare est la premier geste. Aux antécédents de fibromyome utérine, malheureusement non traité. Arrivé à la maternité pour accouchement sur grossesse gémellaire. Présumé à terme. Date des dernières règles oubliées. Non suivie, c'est-à-dire elle fait une seule échographie fœtale il y a 10 jours par une sage-femme que je remercie pour confirmation de la gémellité. Le toucher vaginal fait en urgence par le médecin. Objectif un col à dilatation complète. Donc, col dilaté, la dilatation complète. Une poche des os rompue, liquide amniotique clair, avec une présentation de sommet engagée. La parturiente est rapidement transférée en salle de travail. Une voie d'abord veineuse solide et prise et un bilan biologique standard est lancé. La tension artérielle est 16, 9,5. C'est-à-dire la systolique à 160 et la diastolique elle est 95 mm mercure. À 1h du matin, elle expulse en occipito pubien une fille vivante, criante aussitôt et pesant 4100 grammes. 4100 grammes. 6 minutes plus tard, l'accouchement autocycle du deuxième jumeau en présentation de sommet permet l'expulsion en occipito-pubien. Donc les deux sont autocycles occipito-pubien d'un garçon mort-né. Pesant 1900 grammes. Donc, le deuxième, elle est garçon mort-né. La délivrance spontanée normale au monde d'un quin ramène un placenta monocorial B-amniotique complète. Donc, une délivrance complète. À 1h35 de matin, la sage-femme de garde va appeler en urgence pour saignement génital abondant, fait de sang rouge vif frais, mal évalué chez l'accouché. L'examen clinique retrouve une patiente obnubilée avec pâleur cutanée muqueuse intense. Tension artérielle 60-40, pouls à 110, le palpé abdominal objectif un globe utérine très mou dans le fond des bords l'ombilique de 4 travées de doigts avec issue de grands caillots sanguins par le vagin. Donc c'est un cas clinique qu'on le trouve beaucoup on peut pas trouver beaucoup dans nos réalités, mais c'est un cas clinique étonnant d'une parturiente âgée de 44 ans qui est célibataire malheureusement et sans domicile fixe, c'est une SDF, et qui présente des fibromyome non traités et un grossesse gémellaire à 44 ans. Le premier est vivant et le deuxième il meurt malheureusement. Et une tension de 16, 9,5, c'est-à-dire il faut penser donc tension très élevée. Mais malheureusement, elle n'est pas suivie. Grossesse à terme, donc tout à fait normal.
Mais après, elle a 1h35, elle a malheureusement un épisode de saignement génital abondant. Donc, première question. Le diagnostic à retenir d'emblée est une rupture utérine passée inaperçue, une coagulopathie constitutionnelle ignorée, une inversion utérine et une hémorragie de Penn-Kaiser, une hémorragie de postpartum immédiate. Donc, le diagnostic le plus probable, si on a le sang qui sort rouge et vif et frais, donc c'est un saignement, c'est une hémorragie. Donc, c'est une hémorragie de sang rouge vif et frais. Donc, on a soit l'hémorragie de postpartum immédiate, soit l'hémorragie de Penn-Kaiser. Si vous vous rappelez que l'hémorragie de Penn-Kaiser, elle est due à une cotylédon ou bien une aberration d'un vaisseau dans le placenta. Dans l'énoncé, on a dit qu'on a une placenta monochoriale amniotique complète. Donc, on élimine cette hémorragie qui est rare, bien sûr, de Penn-Kaiser, et on va retenir le E. Donc, la réponse E, c'est une hémorragie de postpartum immédiate. C'est ce qu'on va dire immédiate. Postpartum immédiate, c'est immédiate, ça veut dire elle est venue dans 24 heures qui suivent l'accouchement. Donc, on est à peu près 35 minutes, donc c'est de l'immédiate. Donc, c'est une hémorragie postpartum immédiate. Donc, la nouvelle définition de cette pathologie est hémorragie utérine dépasse 500 cc de sang. Hémorragie utérine se déclenche dans les 2 heures suivant l'accouchement avec retentissement hémodynamique maternel franc, hémorragie de lit d'insertion placentaire, hémorragie utérine survenant dans les 24 premières heures après l'accouchement. Donc, quelle est la réponse juste? Donc, comme j'ai dit, hémorragie de postpartum immédiate, c'est survenant dans les 24 heures. Donc, ça, c'est une réponse juste. Le A, hémorragie utérine dépasse 500 cc de sang. Bien sûr, c'est l'une des définitions cruciales. Donc, le A, le D sont justes. Et lorsqu'on choisit une réponse juste, donc toutes les réponses sont justes. Ça, c'est une méthode pour vous entraîner de répondre correctement à des QCS et des QC. Donc, bien sûr, donc, si on a 2 propositions justes, le reste, c'est bien sûr juste. Si j'ai une hémorragie de l'insertion placentaire, c'est une hémorragie survenant dans les 2 heures suivantes qui peut en retentissement hémodynamique franc. Donc, ça, c'est le E, c'est une hémorragie de postpartum immédiate. Et c'est une tout ça. La définition d'hémorragie de postpartum. Concernant le profil épidémiologique de cette pathologie, des données est fausse. C'est une complication redoutable et imprévisible environ 5% des accouchements. Oui, c'est environ 5% des accouchements, donc ça c'est faux. C'est une urgence thérapeutique par excellence. Oui, c'est parmi des urgences parce qu'on a un taux de mortalité très élevé. Donc c'est très élevé le taux de mortalité. Donc c'est une urgence thérapeutique par excellence. C'est la 3e cause de mortalité maternelle en Algérie. Je veux revenir à cette énoncé. Elle est beaucoup responsable des morbés et mortalité très importante. Comme j'ai dit, c'est une cause de morbés et mortalité. Beaucoup de décès maternels qui, lui, sont évitables. Donc, beaucoup de décès, si on fait une prise en charge très adaptée, on peut l'éviter, bien sûr. Donc, la réponse fausse, c'est le C. C'est la 3e cause de mortalité en Algérie. Ça, c'est faux. Selon mes connaissances, c'est la première cause de mortalité maternelle en France. En Algérie, je ne sais pas, mais ça, c'est pareil, une fausse énoncé. C'est la première cause de mortalité en France. Donc, en Algérie, ça peut être la même chose que France. Mais ce n'est pas donc parce que tous les autres sont justes. Donc, ça, c'est la 3e cause de mortalité. C'est une réponse fausse. Parmi les facteurs de risque de cette pathologie retrouvés dans l'énoncé clinique, un seul est faux. Quelle est la réponse fausse?
L'âge maternel avancé. Si vous vous rappelez, c'est une dame âgée de 44 ans. Donc ça, c'est une réponse juste. L'antécédent d'un myome utérine. Oui, malheureusement, si cette femme elle a des myomes utérines, malheureusement, notre traité ne suivait parce que c'est une SDF. La macrosomie fœtale, donc elle accouche à un enfant de 4000 kg 100. Donc c'est un facteur de risque d'hémorragie. Probablement prééclampsie, compliquée de la gémilité. Donc la tension, si vous vous rappelez, elle est de 16 et la diastolique de 9,5. C'est une prééclampsie très probable. Donc ça, c'est un facteur de risque de complications et aussi de la gémilité qui est un facteur de risque. La femme célibataire. On a dit que c'est une femme célibataire. Mais est-ce qu'une femme célibataire, c'est un facteur de risque de hémorragie? C'est faux. Donc, la femme célibataire. Une femme célibataire, malheureusement, c'est pas un facteur de risque de cette pathologie, mais c'est un facteur de risque d'autres pathologies que je ne veux pas citer ici. Donc, on couche pour femme célibataire parce que ça n'a rien à voir, femme célibataire, avec une hémorragie de postpartum. Votre prise en charge thérapeutique multidisciplinaire va s'articuler sur une réanimation première pour corriger l'état de choc. Bien sûr, on doit corriger l'état de choc. Le traitement médico-obstétrical qui comporte obligatoirement la perfusion intraveineuse d'oxytocine et la révision utérine ainsi que le massage utérine. Donc, ça, c'est la perfusion d'oxytocine et la révision utérine ainsi que le massage utérine. Donc, ça, c'est un traitement médico-obstétrical obligatoire. Ça, c'est vrai. Le recours à la chirurgie en cas d'échec du traitement médical bien conduit. Oui, on commence par un traitement médical. Si on a un échec thérapeutique, on va aller vers la chirurgie. Le recours à l'hystérectomie d'hémostase d'emblée, car il s'agit d'une SDF. Ça, c'est une énoncée, je ne peux pas dire fausse, mais c'est une énoncée que je pense on pose un point d'interrogation avec l'humanité. Si on passe directement à une hystérectomie, parce qu'elle est SDF, parce qu'elle est sans domicile fixe, parce qu'elle n'a pas de LOCTF, ça c'est on peut dire, la médecine elle a vraiment besoin d'un médecin. Si on recourt directement d'emblée à l'hystérectomie parce que c'est une SDF. Ça c'est pas question de la médecine, c'est une question d'humanité je pense, et c'est une réponse fausse. Parce que soit une SDF, soit une fils de quelqu'un, soit une ministre, soit une reine, on le traite comme un humain. Ce sont tous des humains. On ne traite pas des patients parce que ce sont des SDF. On fait une hystérectomie d'emblée. Ça, c'est une réponse fausse. Il faut garder ça. C'est un peu de morale, c'est un peu de vérité, c'est un peu de réalité. Il ne faut pas faire ces choses-là. La transfusion de globulaire phénotypée de plasma frais congelé est capitale. Bien sûr, il faut transfuser globulaire phénotypique et plasma frais congelé. Malgré votre prise en charge initiale, l'administration de sulprostane, c'est donc prostaglandine je pense, Nalador en perfusion élevée et une atonie utérine persiste. Tout ça, c'est l'atonie, cette atonie utérine est mou, il persiste. Les pertes sanguines sont estimées à 1 litre de sang. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est pour cette raison c'est la première cause de mortalité en France. 1 litre de sang, ce n'est pas rien. La tension artérielle, elle est, on est arrivé à corriger un petit peu cette tension. Elle est donc de 90-50 mm mercure. Le pouls, elle est encore en tachycardie, 120 battements par minute.
Le bilan biologique révèle les groupes sanguins A registre négatif. Et malheureusement, le A négatif, c'est très rare hein, pour trouver donc le sang. L'hémoglobine c'est 5, 9, 5,8 et 6 grammes par décilitre. C'est une anémie très très profonde par hémorragie. Donc, anémie hémorragique rapidement installée. Et lorsqu'on a une anémie rapidement installée, elle est mal tolérée. Si vous vous rappelez de vos cours d'hématologie, une anémie rapidement installée, c'est mal toléré. Le globule blanc, donc 6000 plaquettes de 30 000, donc 30 000 de plaquettes, c'est une thrombopénie. Le TP40, TCA donc tensival inactif de 46, le témoin est 31. Pardon, la fibronogène de 0,9 g. La norme, c'est généralement 2,4. Donc, c'est effondrer la fibrinogène. Et lorsqu'on a la fibrinogène effondrée, donc on est en train de faire quelque chose. Hein. La fibrinogène, c'est lorsqu'elle est consommée. Donc, pourquoi on consomme la fibrine et les plaquettes? Quels syndromes biologiques retenez-vous? Une hémolyse active grave. On n'a pas d'hémolyse parce qu'on a l'anémie due à l'hémorragie, comme j'ai dit tout à l'heure. La thrombopénie idiopathique. Pourquoi il est idiopathique? On a une raison pour cette thrombopénie. L'elpsadrome. L'elpsadrome, c'est l'association de l'eau-platelette. Oui, on a une l'eau-platelette. Et l'hémolyse. On n'a pas l'hémolyse, monsieur. On n'a pas élévation de liver enzyme. On n'a pas une ONC qui dit on a une augmentation des enzymes hépatiques, mais d'hémolyse. Donc ça, c'est faux. La fibrinolyse primaire, pourquoi la fibrinolyse? On a une consommation de fibrine, c'est pas une fibrinolyse. Donc on consomme la fibrine lorsqu'on est en train de faire une coagulation. Et cette coagulation, elle a consommé presque la majorité de nos fibrines, nos gènes, et elle a consommé aussi de plaquettes. Donc c'est une coagulation intravasculaire disséminée. Donc on a une coagulation intravasculaire disséminée. Et malheureusement, lorsqu'on consomme tous nos fibrines et nos plaquettes, donc on peut facilement faire des hémorragies. Et ça aggrave encore l'hémorragie, cette coagulation intravasculaire disséminée. Que vous proposez-vous? Donc c'est vrai, c'est une coagulation, mais on va donner des facteurs de coagulation. On a un problème de coagulation et on ajoute les facteurs de coagulation. Ça, c'est dans la coagulation. Donc, on est en train de jouer entre l'hémorragie et la coagulation. On perfuse de macrolucule plasmagel un triplement antibiotique. Pourquoi on donne un triplement antibiotique? Ça, c'est fou. Transfusion du globulaire. Bien sûr, on est hémorragique, donc on peut transfuser les globulaires. Le plasma frais congelé et les facteurs de fibrinogène, parce qu'on a diminution de fibrinogène, et l'acide tranexamique, l'hexacyle. Tout ça, c'est vrai. Les parinothérapie à 12 épocoagulants. Pourquoi on aggrave? Si on donne les parinothérapie, on a une hémorragie, on va donner encore des anticoagulants, donc on va aggraver l'hémorragie. Donc ça, 5 c'est fou, 5 c'est fou, 5 c'est fou, 5 c'est fou, et il ne reste qu'un seul, c'est le D. Donc c'est une transfusion de globulaire de ressources négatives, et parce qu'on a l'hémorragie, et on donne des plasmas frais congelés qui contiennent les facteurs de coagulation, et on ajoute aussi le fibrinogène. Donc l'obstétricien de Gall a décidé de poser un ballonnet intra-utérien appelé le ballonnet de Bakri. C'est un ballonnet, on introduit au niveau de l'utérus et on en gonfle pour essayer de comprimer les vaisseaux qui saignent. La poche de roquet ramène 1 litre de sang au bout de 10 minutes. Donc on a perdu déjà 1 litre 500 de sang. Et en 2 minutes, on perd encore un litre, encore un autre 1 litre. Donc, imaginez quel est le perte. La tension
effondré maintenant et il arrive à 55 mm mercure 40. Le pouls à 135, donc une énorme tachycardie, de malaise maternel grave, répondre au remplissage vasculaire. Donc, quelle est l'option thérapeutique d'extrême urgence s'impose? Donc, on a une hémorragie très très grave chez une femme malheureusement pauvre. Donc, la seule chose qu'on peut envisager rapidement lorsqu'on a un échec médical, échec de traitement médical, échec de ballonnet, échec de tout ça, on a la seule chose, c'est de la chirurgie, c'est de la bistouri pour le faire. Une hystérectomie d'hémostase de désespoir. Désespoir, on est en désespoir, on est obligé de faire cette hystérectomie d'hémostase. Le reste, l'embolisation des troncs artériels, radio-embolisation, donc ça c'est proposé, mais ce n'est pas dans ce cas. Mettre 4 comprimés de misoprostol, on a donné tous les misoprostol, encore en intractal, c'est renouveler la perfusion IV, on renouvelle jusqu'à aller en train de mourir, on renouvelle le traitement médical. C'est bon, on est en chèque de traitement médical. Pour poursuivre la réanimation, car le décès maternel est inévitable. Ça, c'est pour qui dit qu'il est inévitable. Donc, la seule option, le best chose à faire ici, c'est pas parce que l'ISDF, comme j'ai dit auparavant, on fait cette hystérectomie. Dans tous les cas, lorsqu'on a un échec de traitement médical, on était obligé de passer malheureusement à l'hystérectomie. Donc les dernières de QCM, la prévention de cette complication redoutable de l'accouchement implique le respect physiologique de la délivrance. Bah oui, on doit respecter la physiologie. On doit surveiller tous les accouchés pendant 2 heures en salle de travail. C'est grave de laisser une femme qui a accouché tout seul, sans surveillance. On doit toujours surveiller, la surveillance c'est crucial, de l'arrivée d'une hémorragie. L'examen systématique du délivré, la délivrance dirige la perfusion d'oxytocine au ACT. Donc tout accouchement, il faut donc perfuser en IV l'oxytocine. Et ça s'appelle une délivrance dirigée. Après, lorsqu'on sort le deuxième bébé qui est mort, on fait la délivrance dirigée, on perfuse l'oxytocine tout de suite. Ça permet donc de diminuer encore les complications de l'hémorragie de la délivrance. Donc, toujours on fait cette délivrance dirigée, préventive. Donc tout ça sont des moyens de prévention. Donc la réponse juste c'est le E. Toutes ces propositions sont vraies. Il faut surveiller, il faut faire une délivrance dirigée. Très important de faire cette délivrance dirigée. La morbidité de cette grave pathologie comporte stérilité définitive. Bah oui. Lorsqu'on a hystérectomie, est-ce qu'il reste un espoir de faire donc une grossesse? Donc ça c'est une morbidité, donc c'est une stérilité définitive. L'aménorrhée définitive, on va parler comment se passe cette aménorrhée définitive. Bah bien sûr, lorsqu'on enlève l'utérus, est-ce qu'il reste un endomètre pour faire des règles? Non, bien sûr non. Risque de polytransfusionnel, donc on a transfusion encore plusieurs fois, mais elle est encore en train de faire des hémorragies. Et chaque transfusion, elle a un grand risque, parce que ça peut être des hépatites virales, un grand risque de transfusion. Ce fait, il faut transfuser lorsqu'il faut. Le risque de polytransfusionnel, bien sûr, elle est redoutée. Le syndrome de Chiron,
bien de Sheehan. C'est pas de Sheehan, c'est le syndrome de Sheehan. Syndrome de Sheehan, c'est une nécrose hypophysaire due à l'hypoperfusion donc cérébrale suite à une hypotension due à l'hémorragie. Donc malheureusement, on a des moyens pour traiter cette hémorragie de délivrance qui diminue cette syndrome de Sheehan. Donc cette syndrome de Sheehan, généralement présent par l'absence de motilité et inaminorée. Parce qu'on a une diminution de taux de FSH et de LH suite à cette nécrose hypophysaire. Donc, toutes ces prépositions, c'est vrai. Donc, on a une stérilité inaminorée et risque de polytransfusionnel et le syndrome de Sheehan. Toutes ces prépositions sont des morbidités de l'hémorragie de la délivrance. Donc, ça, on est terminé de cette cas clinique magnifique d'une femme célibataire, malheureusement SDF, qui présente une hémorragie de la délivrance. Je vous remercie et à la prochaine pour des dossiers magnifiques comme ça. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Salam.